Je sais, c'est difficile à croire même pour moi, mais l'épisode 3 de Zoofish est bel et bien là. Salut à tous, c'est Jikubi de la LPVP et je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui est le troisième épisode d'un concept sur lequel j'ai eu une certaine réflexion il y a de cela plusieurs mois. N'ayant pas eu la satisfaction avec mes deux premiers épisodes, j'ai donc essayé de remodeler un peu l'ossature de ce concept. Et comble de tout, en plus d'avoir annulé l'épisode sur la couleuvre à collier, me voilà vous balançant un épisode sur le pigeon bisé. Mais vous inquiétez pas, c'est un choix absolument pas fait par hasard, et vous le verrez au fil de la vidéo que c'est un animal bien plus extraordinaire que ce que l'on pense. Mais juste avant de commencer, voici une courte présentation de la nouvelle structure des épisodes de Zoofish. Le concept garde en soi la structure en deux parties, mais contrairement à la première version de Zoofish, je change le contenu de ces deux dernières. La première partie, portant anciennement le titre d'identité, devient donc présentation générale, partie ayant pour objectif d'apporter des connaissances nécessaires à tout le monde, comme par exemple la protection et la réglementation sur le sujet de la vidéo. Tandis que la seconde partie n'est plus point scientifique, mais présentation, insérer la branche zoologique. Donc ici, présentation ornithologique, qui est une partie pour ceux voulant aller beaucoup plus loin, ou pourquoi pas même se spécialiser. Et pour finir, il y a toujours des chances que selon les améliorations que je souhaite apporter au concept, et bien que je rajoute des choses dans le futur. Bien, je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez les changements dans le reste de la vidéo, qui va donc porter sur un oiseau bien trop ignoré, le pigeon bisé. Commençons donc tout naturellement par les bases, en parlant du cas particulier du pigeon bisé. La LPVP, en tant que groupe étant passionné par l'environnement et la nature, on s'intéresse notamment à ce qui n'est donc pas modifié par l'intense activité humaine. Le but de cet épisode donc est de vous présenter le pigeon bisé dans son état sauvage. Mais là est le défi, car cet oiseau a subi moult variations, notamment par l'élevage des colombophiles, ayant créé plusieurs variétés, dont certaines qu'on pourrait difficilement lier avec le pigeon bisé, mais étant bien portant de cette espèce, mais étant né d'une sélection comme nos élevages de vaches ou chèvres d'aujourd'hui. Et la variété la plus connue est certainement celle du pigeon voyageur, qui ressemble beaucoup à l'espèce de base, mais étant né d'une sélection pour qu'il puisse faire de longs voyages. Je vous invite par ailleurs à vous renseigner de par vous-même, afin que vous découvriez plusieurs variétés plutôt extravagantes. Et là est toute la difficulté de cet épisode, car avec l'adaptation dont il fait preuve, le pigeon de nos villes, étant déjà bien éloigné de la forme sauvage, commence à être de moins en moins lié aux individus sauvages. Il y aura donc dans la vidéo plusieurs comparaisons entre les stades domestiques et sauvages de l'espèce, qui au final n'est pas si simple que ça. Je parle du pigeon bisé ou du pigeon de roche, c'est donc parti pour la description. Il est très facile de reconnaître un pigeon bisé au premier coup d'œil. De par son physique, cette petite tête sur un corps plutôt rond, soutenue par deux petites pattes. Mais surtout par l'une des caractéristiques les plus remarquables de la forme domestique, qui est le plumage prenant diverses formes. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des pigeons tachetés de blanc ou bien ayant une teinte plutôt brune. Le pigeon bisé de nos rues ayant toute une panoplie de plumage selon les individus. Parlons à présent de la répartition mondiale. Le pigeon bisé sauvage possède lui une répartition plutôt large, passant notamment par plusieurs pays de l'Europe, de l'Asie et notamment par le nord de l'Afrique, mais également le Groenland, l'Angleterre et même la Bolivie, dont il est naturellement présent dans les milieux rocheux. Il fut cependant introduit notamment suite à la domestication, à un point où maintenant son aire de répartition est tout simplement immense, car elle prend en compte également le Japon, l'entièreté de l'Amérique, l'Océanie et le reste du continent africain. Malgré tout ça, certains pays résistent encore et toujours à l'envahisseur ailé, dont le Cameroun et le territoire de Svalbard, des terres appartenant à la Norvège. Mais qu'en est-il de la France ? Concernant l'Hexagone, c'est une toute autre histoire. Les populations domestiques sont sans surprise présentes presque partout dans le pays, mais concernant les populations sauvages,
ces dernières semblent survivre uniquement en Corse et en Bretagne. Une diminution des effectifs qui s'explique notamment par la chasse et la domestication. Mais selon oiseau.net, la souche naturelle ne serait carrément plus présente en France, une disparition majoritairement causée par les deux activités citées précédemment. Si il reste des populations de la faune sauvage quelque part, est-ce qu'elles sont protégées ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette dernière partie de la présentation générale du pigeon bisé. La protection du pigeon bisé est un sujet qu'on pourrait qualifier de compliqué. Voyez-vous, des nombreux documents que j'ai pu voir concernant ce sujet, ces derniers en viennent souvent au même point. Sur la liste rouge de l'UICN, l'espèce est en préoccupation mineure, mais il reste un sujet de débat très important opposant les associations de protection souhaitant naturellement protéger le pigeon bisé, purement sauvage j'entends, à une partie de la population souhaitant réguler les pigeons bisés qui sont en ville. Car vous savez bien que cet oiseau a une mauvaise réputation dans de nombreuses communes en France, car ce dernier cause des dégradations sur certains endroits historiques. En bref, je pense que ce sujet mérite à lui seul une vidéo, mais en tout cas, il y a toujours cette ambiguïté entre la forme sauvage et domestique, qui dans un sens empêche la réelle mise en valeur des populations sauvages, qui selon moi devraient être protégées, et je suis certain que le pigeon bisé sauvage aurait aujourd'hui une place bien plus critique que préoccupation mineure. Columba livia est un volatile qui est facilement remarquable par plusieurs caractères distinctifs, notamment ce plumage qui est d'un gris plus ou moins sombre, avec deux barres à l'air noires bien visibles sur les ailes, avec des axillaires blanches. Les axillaires étant les plumes de l'aile les plus proches du corps. Il possède également des couleurs bien moins tristes, avec un plumage du cou iridescent. C'est-à-dire que les plumes interfèrent avec la lumière afin de renvoyer des couleurs différentes, dont du vert et du violet pour cette espèce. Qui possède également un bourrelet blanc sur le bec et bien sûr cet iris orange. En France métropolitaine, il y a deux espèces avec lesquelles le pigeon bisé est semblable. Le pigeon ramier et surtout le pigeon colombin. Seulement, ces deux espèces ne vivent pas dans le même milieu et le colombin, lui, est un oiseau plutôt rare qui subit en plus une chute de ses populations par la destruction des habitats. Pour la partie biologie qui va suivre, en général, je vous parlerai certainement de tout ce qui est éthologie ou bien écologie, mais pour cet épisode, et plus particulièrement pour cet animal, je vais partir sur quelque chose dont je me suis intéressé il y a pas longtemps et qui est très intéressant, l'ontogénie ou bien ontogénèse. Parler du pigeon bisé dans ce cadre va permettre de parler d'une facette beaucoup trop ignorée de cet oiseau, qui est la reproduction et le développement des petits jusqu'à l'état adulte. Tout d'abord, la période de reproduction pour Columba livia s'étend de mars à octobre, avec parfois les premières pontes vers février, même si ça reste très rare. En tout, le couple peut faire un maximum de 3, 4 ou 5 couvées de 2 œufs, dans la majorité des cas, durant cette période. Nous en venons alors au développement dans l'œuf, ce qu'on appellera l'incubation donc. Cette période, elle va durer en tout un demi-mois, soit de 17 à 19 jours, afin que de cette coquille en sorte ceci. Un titi ne pouvant pas se débrouiller de par lui-même pendant un mois. Un mois pendant lequel il va être nourri par ses parents, avec ce qui s'appelle du lait de pigeon ou lait de jabot. C'est une substance très nutritive qui va permettre une croissance rapide car à ce stade, comme vous vous en doutez, l'individu est extrêmement fragile et les prédateurs sont nombreux. Vers la fin du mois, l'oisillon va être nourri par régurgitation. Il va donc se nourrir de graines et de miettes, ce qui compose majoritairement l'alimentation du pigeon urbain. Mais il est toujours possible que ce dernier se nourrisse d'escargots ou encore de mollusques. Suite à cela, il sera normalement capable à la fin du mois de quitter le nid et il atteindra la maturité sexuelle vers 6-7 mois afin de recommencer un cycle. J'ai pu présenter la classification scientifique durant le dernier épisode de Zoologie, alors maintenant je vais en profiter pour présenter les rangs principaux et terminer les épisodes de Zoofiche sur cette partie, mais avec un tout petit changement. C'est que je ne prendrai pas en compte le rang du règne, car vous comprendrez que chaque espèce dans le concept Zoofiche est logiquement dans le règne Animalia.
Sauf si on me prouve un jour que le pigeon c'est un chêne. Mais ça reste encore à prouver. Allez, c'est parti. Débutons alors tout simplement avec l'embranchement des chordés, dit chordata. Dans ce rang, les caractéristiques anatomiques sont que les individus possèdent un tube neural en position dorsale. En gros, ça revient à dire que le système nerveux est au-dessus du système digestif. On appelle ça alors un épineurien. En plus de ça, les chordés possèdent également une queue à l'arrière du corps. Je vous invite bien entendu à vous renseigner de par vous-même si vous souhaitez en apprendre plus sur certains sujets dont je suis encore un peu novice. Ensuite, le pigeon bisé, il est sans surprise dans la classe des aves. Une classe que nous connaissons forcément un peu tous car il s'agit de la classe des oiseaux, des espèces aux caractéristiques remarquables et au plumage juste magnifique. Par ailleurs, l'ornithologie est une activité absolument passionnante que je vous conseille tant elle est riche en découvertes. Pour être dans cette classe, l'individu doit donc posséder des plumes, des ailes permettant le vol, et parfois non, et être ovipare, donc pondre des œufs. Voici un petit ensemble des caractéristiques communes à tous les oiseaux, dont le pigeon bisé, et comme d'habitude je ne te présente pas l'ensemble des caractéristiques afin d'avoir de la matière pour mes prochaines vidéos. L'ordre des columbiformes est un rang assez particulier car il comporte aujourd'hui seulement une seule famille vivante sur deux. Je vous expliquerai le statut de la seconde juste après. En attendant, la caractéristique la plus particulière des espèces étant dans cet ordre est qu'ils aspirent l'eau pour la boire, contrairement à une grande majorité d'oiseaux qui penchent la tête pour l'ingérer. La famille des Columbidae, un rang qu'on pourrait qualifier de rang survivant car toutes les espèces de la seconde famille, des Rhaphidae, sont éteintes, dont le fameux Drontodomoris, également appelé dodo. J'ai donc pas besoin de vous rappeler pourquoi elles sont éteintes. Les caractéristiques des Columbidae sont un mouvement de va-et-vient de la tête lorsque l'individu se déplace au sol. Une tête qui est notamment bien petite par rapport à un corps plutôt imposant qui repose sur deux petites pattes. Beaucoup d'espèces de cette famille nous sont familières. Je pense notamment à la tourterelle turque et au pigeon ramier. Puis nous arrivons de manière logique au genre Columba. Nous retrouvons dans ce rang plusieurs espèces dont certaines ont développé des comportements que l'on peut qualifier d'anthropophiles, et qui, comme le pigeon bisé sous sa forme domestique, commencent à s'éloigner petit à petit de l'espèce d'origine. Et nous arrivons donc à l'espèce Columba livia. Et d'ailleurs, petite précision pour terminer cet épisode, afin de faire un lien avec le dernier épisode de zoologie, il faut savoir que le nom latin, ou binôme, s'écrit toujours de cette manière, c'est-à-dire le genre qui commence avec une majuscule et l'espèce toujours en minuscule. Voici donc la fin de l'épisode 3 de Zoofiche, ayant bien mis son temps pour sortir. Cet épisode retour, si je peux l'appeler ainsi, avait comme message qu'aucune espèce n'est insignifiante ou inintéressante. Il suffit de se pencher un minimum sur son cas pour voir qu'elle possède une place tout aussi importante que toutes les autres. Pour terminer, cela ne vous échappera pas, la vidéo sort dans un contexte bien particulier, un contexte dont je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais en attendant, je remercie tous les gens qui continuent à travailler et à donner de leur personne durant cette période. Et j'espère certainement que cette épidémie qui résulte directement de nos activités va être une période de grande réflexion pour l'humain, afin qu'on commence sérieusement à se concilier avec l'environnement. C'était Jikubi de la LPVP pour Zoofiche, je vous retrouve bientôt dans de prochaines vidéos, et en attendant n'oubliez pas que la LPVP c'est la nature de protéger.